de la Maison russe Bruxelles Europe. Сегодня мы начинаем цикл мероприятий, которые мы хотим посвятить 350-летию со дня рождения Петра I, который мы проводим совместно с виртуальным русским музеем. Aujourd'hui, on voudrait commencer un cycle d'événements, d'actions, que nous voudrions consacrer au 350e anniversaire de Pierre le Grand, le premier empereur russe, des événements que nous organisons en coopération avec le musée russe d'État virtuel. Прежде чем передать слово нашим сегодняшним спикерам и моим коллегам, я хотела бы сделать несколько ремарок технического характера. Avant de passer la parole à mes collègues et aux speakers, aux intervenants d'aujourd'hui, je voudrais faire quelques remarques techniques. Сегодняшняя встреча транслируется на сайте Русского дома в Брюсселе и страницах в социальных сетях Русского дома и других русских домов, не только в Бельгии, но и в других странах. Notre événement d'aujourd'hui est transmis sur le site de la Maison russe Bruxelles Europe et sur les pages des réseaux sociaux de notre centre, de notre maison russe et d'autres maisons russes à travers le monde. Наша встреча будет проходить на русском языке с синхронным переводом на французский язык и на арабский язык. Notre rencontre d'aujourd'hui va se dérouler en français, en russe, avec une traduction simultanée en français et en arabe. Для того, чтобы выбрать язык, вам нужно посмотреть в нижний правый угол своего экрана и найти иконку с изображением глобуса. Pour choisir votre langue, vous devez choisir, cliquer sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Для того, чтобы выбрать русский язык, достаточно остаться в тех настройках, которые существуют. Для того, чтобы выбрать французский или арабский язык, нужно, соответственно, кликнуть на изображение этого языка. Pour rester avec le russe, vous devez rien faire. Pour choisir la piste française ou arabe, vous devez cliquer sur la dénomination de la langue correspondante. И сейчас, когда технические детали закончились, я хотела бы рассказать о том, как пройдет наша встреча. Alors, ayant terminé avec les détails techniques, je voudrais dire brièvement comment notre rencontre va se dérouler. Donc d'abord, on va donner la parole aux représentants du musée russe virtuel de Saint-Pétersbourg. Alors, si vous voulez faire un commentaire ou poser une question, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez écrire votre question sur le chat, soit vous pouvez la poser en appuyant sur l'icône questions et réponses. Alors, on verra votre question plus rapidement et l'intervenant le verra aussi. Donc, vous êtes bien invités à poser vos questions tout au long de la conférence, mais elles ne seront adressées qu'après que l'intervenant finira sa présentation. Donc, pour ne pas l'interrompre, on va laisser toutes les questions à la fin. Donc, maintenant, je voudrais donner la parole et aussi saluer mon collègue Ruslan Ramazanov, le directeur par intérim de la maison russe à Beyrouth. Ruslan, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, chers amis, ou plutôt bonsoir. Avant tout, au nom de la maison russe à Beyrouth et de moi, personnellement, je tiens à saluer les participants de notre rencontre, Olga Babina, le vice-directeur général du musée russe,
et ainsi que ma chère collègue Vera Bounina, la directrice de la Maison russe à Bruxelles. Donc, avant de passer à notre visite guidée, je voudrais dire quelques mots sur notre représentation. Notre mission est la plus ancienne dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle a été fondée en 1950 et n'a jamais cessé ses travaux, même pendant les 5 ans de la guerre civile au Liban. Même pendant cette période difficile de l'histoire libanaise, notre centre est resté le seul centre culturel et aussi la salle d'exposition, salle de cinéma à Beyrouth. Je tiens également à souligner que sur la scène de notre théâtre, se sont produits les personnalités les plus éminentes de la scène artistique de Beyrouth. Et cette scène a aussi éduqué plusieurs générations des citoyens russes et libanais. Bon, j'ai déjà assez parlé de notre maison, mais ce n'est pas à notre maison que cette rencontre est dédiée. Juste pour dire que pour nous, c'est une grande honneur pour la première fois de devenir partenaire du musée russe pour donc organiser différentes manifestations et événements à l'occasion du 350e anniversaire de Pierre le Grand. Et donc, nous avons un plaisir tout particulier de participer à cette visite guidée virtuelle ensemble avec nos collègues de Bruxelles. Donc, pour appuyer les propos de ma collègue Vera Bounina, je tiens encore une fois à souligner que cette visite guidée sera interprétée simultanément en plusieurs langues, y compris en langue arabe, par donc l'interprète de notre maison, Marina El-Kotob. Donc, cela permettra aux habitants du Liban et à d'autres arabophones de donc connaître un peu mieux l'histoire et la culture de notre pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ramazanov. Pour nous aussi, c'est un grand honneur, effectivement, de vous voir participer à cette soirée. Il n'y a pas que le Liban qui s'est joint à notre soirée. Il y a des spectateurs venant de la Grèce, de la France, de la Serbie. L'auditoire de notre rencontre est vraiment international. Et encore une fois, pour nous, c'est une grande honneur de présenter à travers le réseau des maisons russes le musée d'État russe. Il s'agit de toute une série d'événements consacrés à l'anniversaire de Pierre le Grand. Tous ces événements seront en fait consacrés à l'art russe en général. Donc aujourd'hui, nous lançons cette série, ce cycle d'événements. Et donc, j'ai le plaisir de donner la parole à la vice-directrice du musée d'État russe, chargée de la restauration des objets du musée, Olga Babina, qui va donc présenter le sujet et notre intervenant. Bonsoir, chers amis, chers collègues. Bienvenue, je vous salue, bienvenue depuis Saint-Pétersbourg, depuis le musée russe. Nous sommes très reconnaissants à nos collègues en Belgique, au Liban, pour l'organisation et leur initiative. Effectivement, nous entretenons de longs liens d'amitié avec Rostotrudnichestvo, mais le format est quelque chose de neuf. Notre musée est consacré pleinement à l'art russe. La culture artistique, dans sa diversité, reflète non seulement les œuvres d'art, mais en fait toutes les étapes du développement de l'État russe. Et bien sûr, aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre le Grand, nous nous préparons à célébrer l'anniversaire de cette personnalité éminente.
le tsar, l'empereur, dans toutes les étapes de la vie, sont devenus un véritable mythe à chaque étape du développement de l'art. Cette image du tsar modernisateur, novateur, qui a bouleversé l'économie du pays, qui a aussi appuyé le développement des arts plastiques, inspire toujours les artistes, les peintres, les réalisateurs, tous les gens de l'art. Et donc, Saint-Pétersbourg se prépare à cette date importante. Et demain, d'ailleurs, notre ville célèbre les 919 ans. C'est l'anniversaire de la ville. Et donc, cette soirée est davantage symbolique, étant dédiée au tsar qui a fondé cette ville, le musée russe qui est né ici. Et j'espère que tous les spectateurs de cette rencontre aura le plaisir de prendre connaissance avec l'époque du XVIIIe siècle, l'époque de Pierre le Grand. Svetlana Burukova sera notre première intervenant et elle est l'auteur de plusieurs articles et films sur l'art du XVIIIe siècle, auteur des scénarios pour ces films, directeur de notre centre multimédia, une personne vraiment à plusieurs talents. Donc, je suis sûre que vous pourrez profiter de cette soirée et apprendre non seulement de nouvelles connaissances, mais aussi y prendre plaisir. Donc, je voudrais souhaiter beaucoup de succès à notre coopération. Aujourd'hui, les moyens des multimédias le permettent. Et bien sûr, la culture est une passerelle qui permet de comprendre les spécificités nationales, mais aussi des points de convergence esthétique, morale, et ainsi nous rapprocher, nous rendre plus familiers, et qui permet aussi de nouer des liens d'amitié avec la Russie. Aujourd'hui, nous traversons une étape difficile avec la montée de la russophobie, mais nous espérons quand même pouvoir améliorer nos contacts et renforcer notre coopération. Donc, je vous salue de tout mon cœur de Saint-Pétersbourg et je vous souhaite plein succès. Merci beaucoup, Madame Babina. Encore une fois, pour nous, c'est un grand honneur. Le musée russe, en grande partie, bon, je vais dire une chose peut-être paradoxale, mais en quelque sorte, il est plus important pour nous que l'Ermitage parce que le musée russe, justement, témoigne les traditions russes de l'art, la peinture russe, et il doit son existence à Pierre le Grand parce que, étant revenu de son voyage, ayant pris connaissance avec Versailles, musée européen, elle a donc exprimé son intérêt à lancer cette collection de l'art russe. Donc, avant de donner la parole à Svetlana Burukova, je tiens donc à annoncer le prochain événement qui aura lieu le 16 juin, aussi sur la plateforme du musée russe virtuel, et sera consacré à la partie de la collection justement dédiée à Pierre le Grand. Donc, nous allons montrer les tableaux de la collection du musée directement consacrés à l'empereur. Donc voilà, je me félicite du fait que dès le début de notre série d'événements, nous avons des sujets si intéressants. Je salue encore une fois nos collègues de la France, Constantin Volkov, mon collègue, le directeur de la Maison russe à Paris, et aussi la Maison russe à Chypre, qui donc va ensuite sous-titrer
la vidéo, l'enregistrement de notre rencontre en langue chypriote. Svetlana, à vous la parole. Bonsoir, chers spectateurs. Oui, très souvent, notre musée prend la parole sur différentes plateformes, mais aujourd'hui, cette intervention est assez émouvante pour moi parce que non seulement nous ouvrons une nouvelle page dans le travail du musée russe, mais c'est aussi la grandeur de la figure de Pierre le Grand qui est intimidant en quelque sorte, ainsi que la grandeur de l'art qui a été créé à cette époque et qui reste très pertinent. Donc, je vous propose de stresser un peu moins parce que tout cela reste d'actualité. Nous allons vous montrer non pas seulement les peintures qui vous pouvez trouver dans beaucoup de musées de notre pays, mais on va aller dans le modèle, dans l'exposition, dans le modèle 3D. De cette façon, vous allez voir comment vous allez voir l'échelle de toutes ces expositions et vous allez voir à quel point ils sont grands, petits et à quel point ils sont clairs ou peut-être sombres. Vous allez voir que les organisateurs de cette exposition ont essayé de vous montrer une époque entière. Ils ont même passé, non pas seulement, ils ont passé plusieurs années de travail et aujourd'hui, il y a environ jusqu'à 200 de représentations iconographiques de Pierre le Grand. Ce sont les représentations qui avaient été créées pendant sa vie et qui sont devenues la base pour les duplications, pour d'autres techniques dans la gravure, dans la sculpture pendant les autres siècles et jusqu'à 200. Et si jusqu'ici nous avons parlé seulement de certaines représentations de Pierre le Grand, et dans ce cas, peut-être les spectateurs seront vite délaissés. Et aujourd'hui, peut-être on va trouver un moyen plus grand pour comprendre qu'est-ce que c'est la Russie et représenter pour la Russie l'époque de Pierre le Grand dans les arts. Et pour cette raison, notre première rentrée dans notre exposition va prendre en compte ces tableaux. Ce sera très difficile pour moi d'expliquer pendant longtemps quelle est la différence entre les arts de cette époque et les arts d'aujourd'hui, mais vous voyez que cette représentation est très proche des icônes. Et en effet, à la base, il y a une icône et en bas à droite, vous allez voir Pierre le Grand sur un cheval. Il représente un héros d'une des batailles. Et à droite, vous voyez également la représentation de Pierre le Grand qui a été créée après les événements de la bataille de Poltava. Et ce sont deux représentations, les deux tableaux qui étaient faits pendant l'époque de Pierre le Grand. Et c'est sont les formes très nationales, profondément nationales, à gauche, et les traditions européennes qu'on voit à droite. C'est le début de notre histoire qui vient juste de commencer. On va revenir à notre tableau de gauche. Je devrais vous expliquer le sujet de cette peinture. C'est la prise de l'Azov. Et chaque pas, chaque mouvement de Pierre le Grand dans l'histoire et dans la culture, ce sont les problèmes très actualisés. De cette raison, on ne va pas parler de toutes les choses,
Mais je voudrais porter votre attention au fait qu'à gauche, les événements qui a eu lieu, c'était la prise de château fort d'Azov et qui contient les images sacrées. Vous voyez au centre l'image de Sainte-Sophie. Et le but de cet événement, de mettre l'événement dans le contexte historique. Et donc, c'est un événement qui avait été conditionné par l'histoire même non pas de la Russie, mais de la Moscovie à l'époque. Et justement, cet événement a donné raison après l'accord de Constantinople de 1970 a nommé le nouvel État naissant la Russie et ensuite il va s'appeler l'Empire de la Russie. Et à gauche, vous voyez ici une représentation d'un sang qui combat un dragon. Et ensuite, on va suivre notre exposition et on va arriver au portrait des peintres de son époque. Ici, vous voyez Boris Petrovitch Sheremetyev. À gauche, à droite, vous voyez son symbole. Et ce portrait correspond aux guerres d'Azov et justement confirme son statut lorsqu'il était le commandant en chef à Kiev. Une autre peinture, c'est plusieurs années après, tous les contemporains de Pierre étaient les personnes qui soutenaient le programme de Pierre, c'est-à-dire qu'ils étaient tous des guerriers, ils étaient tous très bien éduqués et justement Pierre le Grand demandait et exigeait à tous ces toutes ces personnes qui l'entouraient d'être bien éduquées. Boris Petrovitch, sur cette peinture, était la première personne qui a porté l'ordre de Malte qu'il avait reçu pendant un voyage à l'étranger. Et c'est justement été pendant ce voyage à Rome chez le pape quand il a pu remplacer le tsar. Et Boris Petrovitch a pu le remplacer, ce qui était le cas justement avec toutes les personnes qui le soutenaient. Nous avons justement cette famille qui a ses représentants et dans nos jours et tous les palais dans le centre de Pétersbourg et également dans les banlieues et sont liés à ce nom. Et bien sûr, tout le monde connaît le palais de Sheremetyev et les habitants de Moscou connaissent ce que c'est Kuskovo. Et c'est juste une petite partie. Et avec vous, on va partir dans une autre salle isolée parce que ce qui est représenté ici, c'est très important et même aujourd'hui, c'est un événement mystérieux. C'est une série de portraits qui est vraiment très étrange pour un État qui vient de accepter ce changement pour devenir laïque. Ce n'est pas seulement les portraits, ce sont des portraits qui contiennent des traits grotesques et ironiques. Ce n'est pas clair dès le début, mais si vous étiez un historique, vous allez comprendre que les costumes de ces personnages ne correspondent pas du tout aux
aux tâches de leur statut. On va voir le portrait d'un patriarche, mais qu'est-ce qu'on voit ici de patriarche? On voit juste on voit juste ce bâton qui représente une emblème. Aujourd'hui, nous sommes dans un événement assez étrange qui est lié à la création d'une église très importante, d'où Pierre le Grand a eu cette idée étrange de créer une église ironique. Et ça va être une église, elle est une église à la fois orthodoxe et catholique. D'où il a eu cette idée de changer les habits de ces personnes proches, de créer des rituels très bizarres dans lesquels la croix de patriarche avait été créée des tubes de tabac. Et les processions très différentes qui ont eu lieu où les personnes saoules mais amenées au lieu des boissons sacrées, elles portaient des boissons alcooliques et au lieu des produits sacrés et les bougies de l'Église ont brûlé le tabac. Pourquoi cette idée étrange qui a possédé notre tsar? Pour cette raison, nous devons connaître son histoire très compliquée de son ascension au trône. Au début, il était pratiquement à l'exil. Il était dans un village. Il était tellement il a émergé dans la culture du peuple qu'il a justement compris cette culture de mascarade qui a changé sa forme et a pris cette forme très étrange que quand on voit que les personnes buvaient des boissons alcooliques qui avaient passé de bon temps. Il n'y avait rien d'étrange dans cela, mais ce genre de festivités ont adopté un caractère régulier. Il n'y a eu aucun nom qui a été nommé correctement et tous les noms ont été changés en utilisant les injures russes et tout cela représentait des actions très différentes et grandioses et les femmes participaient dans ces activités et ces femmes faisaient partie de la famille de Pierre. On va voir les portraits de tous les participants. Par exemple, la princesse Praskovia qui était la femme de Ivan qui avait décédé. Elle participait dans ces festivités et elle s'habillait non pas dans les habits traditionnels russes, mais elle habillait dans les vêtements européens. Ici, on voit le portrait d'André, démoniaque. Ce mot démoniaque dit que tout ce que entreprenait Pierre avait ce caractère d'un carnaval. Tout ce qui s'est passé dans les traditions russes pendant les célébrités de Noël, pendant le jour d'Elia, c'est-à-dire pendant les fêtes avant, qui avait a vu la naissance avant Jésus-Christ, c'était les fêtes païennes. Certains scénarios
ont été joués, qui étaient très importants pour Pierre. Et justement, plus tard, il avait commencé des réformes très importantes et imposantes, à la fois dans la sphère religieuse et dans d'autres domaines. Et vous voyez une personne qui n'est pas du tout une personne qui est apparue par hasard. Et comme le patriarche, comme nous avons vu avant, son nom était Narushkin, il était l'oncle de Pierre même, et toute la famille le savait bien, et toutes les personnes proches de Pierre le savaient. Et quand Pierre était encore un enfant, il jouait ces scénarios de la création de la nouvelle armée en utilisant tous les éléments qu'il connaissait à l'époque, et par la suite, en prenant en compte les éléments étrangers et en les déjoignant dans cette forme d'un jeu, toutes ces actions se transformaient dans un programme. Et on va voir, et on va suivre ce programme pendant toute sa vie. Et Pierre n'a pas seulement eu l'idée d'organiser ce genre de festivités, mais également il a eu l'idée de visualiser cette tâche qu'il avait, et en la transformant dans un héritage pour la société entière. Et cette capacité phénoménale et merveilleuse de Pierre, en utilisant le langage d'aujourd'hui, on peut dire qu'il était un médiotechnologue. Il a fait tous les efforts pour visualiser tous ses pas, c'est-à-dire il les transformait dans des portraits, dans des batailles, en créant des duplications multiples, et il a en fait recruté les peintres qui vivaient à Moscou, et à ceux qui venaient à Moscou, il concluait des contrats. À l'époque, Pierre comprenait très bien leur nature. Il n'était pas juste pour la beauté, ces peintres. Il était là pour informer, pour initier la société de la Russie à ces nouvelles tâches. Yakov Turgenev était également le représentant d'une famille importante russe, et il était également le participant de ces activités. Justement, en le faisant, il jouait certains scénarios futurs. On va voir ces portraits sur les murs, et on va s'arrêter devant un portrait de soi-disant le premier soldat. Pierre se rappelait très bien de cette personne qui était à côté de lui dès le début de ses réformes militaires, de son idée militaire dans ces guerres. Et par la suite, justement, cette personne a fait un tir sous Poltava qui s'est avéré déterminante dans Karl XII. Et ce portrait avait été créé. Dès le début, il était le premier soldat qui s'est vêtu dans des habits étrangers, et par la suite, il est devenu le meilleur soldat, et représente l'image du meilleur soldat russe, Sergei Bukhvostikov. Cette série s'appelle Preobrazhenskaya. Il y a beaucoup d'histoires très intéressantes de tous ces personnages qui partageaient tous l'idée de Pierre. Certains d'elles avaient une histoire aristocrate très longue. Sur d'autres, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Et ce n'est pas seulement une histoire de ce que nous voyons, mais on va également comprendre quand ces portraits ont été créés.
à quel point le nom de ces portraits correspond à l'histoire qui est derrière. Et tous ces portraits, il faut les étudier pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et on va justement voir un groupe d'autres portraits très intéressants d'une famille de comtes de Repkin. Ce sont 3 hommes qui avaient leur nom particulier et après ils ont eu d'autres noms, mais maintenant nous savons que à droite et à gauche nous avons les frères qui ont péri et leur portrait avait été commandé par la personne qui est au centre. Nous avons Ivan le Grand et Ivan le Petit. Et il y a une grande différence d'âge entre ces frères, mais ils ont été peints, ces portraits, pendant en même temps. Et vous voyez que le grand frère a un costume traditionnel russe et dans sa main, vous voyez ici justement sur votre écran, vous voyez, c'est un bout de matière qui est un symbole de fiancé. Et il a ce mouchoir et dans son autre main, il a un chapeau traditionnel. L'autre frère, on va voir, un autre type de costume. Et tous ces détails nous laissent comprendre même que ce que l'histoire même cache. Alors, c'est la situation quand, en fait, les tableaux représentaient des proches, les membres de la famille, des personnes qui sont déjà décédées. Alors, ces 2 frères ont été peints en la mémoire dans des compagnons donc de Pierre qui est décédé plus tôt. Donc, ils portent certains traits caractéristiques de l'époque dans leurs vêtements, dans leurs habits. Le frère qui est au milieu, Nikita Repnin, ensemble avec Sheremetyev et avec d'autres nobles, il participait aux batailles. Par exemple, à Riga et dans d'autres campagnes militaires de Pierre. L'époque de Pierre le Grand n'a pas été pacifique, pas en ce jour probablement. Ça fait partie de l'histoire de la Russie, il faut la comprendre. Et cette histoire de la Russie avait disons, différentes formes de survie, y compris l'offensive, y compris différentes alliances avec différentes puissances européennes et aussi les échanges culturels. C'est la capacité incroyable de Pierre de tirer profit de tout. Sans gêne, il disait qu'il était élève et c'est en tant qu'élève, il se rendait plusieurs fois en Europe. Il ne se présentait pas par son nom. Bon, c'est assez difficile de cacher un tsar de 2 mètres, même en utilisant des pseudonymes. Sa gloire courait toujours devant lui. Les services de renseignement fonctionnaient bien à toute époque. Donc, tout le monde savait que cet ouvrier grand qui travaillait au chantier naval à Amsterdam et puis à Londres, tout le monde comprenait bien qui c'était. Pendant plusieurs mois, Pierre travaillait donc en Hollande. Il travaillait comme charpentier au chantier naval et il comprenait que quelque chose lui manquait.
il embauchait déjà d'autres charpentiers, mais il n'avait toujours pas de plan de descente des navires, des bateaux. Donc, il continue son voyage pour les avoir. La science que Pierre voulait apprendre à l'époque s'appelait une science artistique. C'était une représentation universelle du monde. Et Pierre se laissait s'imprégner par toutes ces sciences, même les sciences purement techniques, comme la construction navale, étaient considérées comme faisant partie de l'art. Voilà pourquoi cette idée de Pierre de fonder l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts. Nous avons une petite sculpture qui se trouve dans cette salle. Et donc, je tiens à vous rappeler que partout où il y avait nos diplomates, en Europe, il y avait toujours aussi, disons, des mécènes, ceux qui achetaient des pièces d'art, des tableaux, des paysages en Hollande, des statues en Italie. Euh, les diplomates passaient des commandes aux artistes contemporains, donc il avait de l'argent, il avait surtout l'intérêt, et toutes ces œuvres d'art étaient envoyées, importées en Russie. Piotr Beklemichev, Italie, et bien sûr Sava Raguzetsky. Sava Raguzensky, le comte Raguzensky, est probablement l'une des personnalités les plus importantes dans la politique, la diplomatie russe, un agent russe. C'est comme ça qu'il a été indiqué dans les papiers. Donc, la personne qui a été habilitée à participer aux négociations en vue d'acheter des œuvres d'art, mais qui participait aussi aux négociations politiques. Les gens comme Raguzhinsky, ayant épuisé leur service diplomatique, sont allés jusqu'à la Chine. Alors voilà l'un des exemples des pièces d'art que ces agents russes avaient achetées en Italie. Aujourd'hui, le musée russe en a la plus grande collection, la sculpture vénitienne du début du XVIIIe siècle. Toutes ces belles sculptures sont conservées en grand nombre dans notre musée. Alors, nous avançons, nous allons plus loin et nous nous retrouvons au milieu de la famille de Pierre le Grand. Vous voyez que c'est une représentation qui ressemble beaucoup au style des icônes. C'est fait sur une planche de bois, une représentation d'un enfant. Donc, probablement, il a été représenté ensemble avec son demi-frère Ivan. Ils sont devenus tsars en même temps, ensemble, sous la régence de leur sœur Sofia. Et donc, bien sûr que dans son enfance, il n'a été qu'un jouet dans les mains des personnes plus puissantes. Donc, il a dû vraiment se battre pour reprendre le pouvoir. Et ici, on voit très bien la différence entre les portraits. Celui-là est beaucoup plus sombre, euh, très simple. Là, c'était le portrait de sa mère, sa première femme, Yevdokia Lopukina, l'école russe, et finalement son père. Donc, je tiens à attirer votre attention sur le fait que c'est un portrait posthume. Donc, pour juger de la physique de la personne, ça pose des difficultés. Le portrait posthume
était conçu pour représenter la mémoire de la personne, sans se soucier trop des traits particuliers de la personne. Oui, en grande ligne, si vous voulez, le corps, certains traits du visage, mais sans entrer dans les détails. Par la suite, nous allons voir le développement de la peinture des portraits dans la tradition russe. Et maintenant, donc ce que vous voyez devant vous, c'est une toile assez grandiose consacrée à Natalia, sa sœur préférée. C'est le genre de conclusia. Il s'agit d'une épitaphe à plusieurs niveaux, vous voyez que la composition est très chargée en mémoire donc de sa sœur. Chaque image, chaque élément a son propre sens. À l'époque de Pierre, on a aussi commencé à produire des gravures. Les gravures sont devenues un élément très populaire de la culture. Ils représentaient par exemple des sujets, des personnes bibliques avec quelques inscriptions si nécessaire. Natalia a été parmi des personnes assez rares qui l'appuyaient, qui étaient très proches de lui. Voilà pourquoi cette toile grandiose. Nous allons encore voir d'autres représentations des femmes, dont par exemple 3 portraits différents de la même personne. Vous voyez une jeune fille, Marfa Apraxina, coiffée de kokoschnik. Donc Marfa faisait partie de la même famille que Andrei Bessachi, Andrei Démoniaque de la série Preobrazhensky. Vous voyez en éventail qui est dirigé vers le spectateur. À cette époque-là, les éventails n'étaient pas vraiment utilisés en Russie, mais dans le symbolisme de la culture baroque, euh, euh, donc elle avait un certain sens. Si l'éventail est dirigé vers le spectateur, ça veut dire que la personne est bienveillante. Encore une fois, nous voyons que les traits du visage sont assez généralisés, donc on a du mal à s'imaginer quelle était vraiment la physique de Marfa. C'est elle-même portant des habits très riches avec un chien qui symbolisait la loyauté. Avec ces symboles, on peut dire que la culture, l'art russe commence à copier euh, le symbolisme de la culture européenne. Encore une fois, nous voyons la richesse du décor, des parures de la jeune femme. Et le portrait suivant, euh, étant mariée que quelques mois, elle euh, s'enferme en fait dans sa chambre et ne la quitte plus jusqu'à sa mort. En fait, ça a été une évolution assez caractéristique du sort d'une femme à cette époque-là, même si d'autres exemples existaient aussi. Et nous arrivons à 2 peintres probablement les plus importants de l'époque. Et donc les personnages aussi les plus importants, Ivan, le frère aîné, et Sofia, grande sœur, régente, qui a donc commandé ce portrait pas seulement avec l'énumération de tous les vertus,
Vous voyez dans les petits médaillons énumérés, mais aussi avec un sceptre et l'orbe. Parmi les vertus, on trouve par exemple la douceur, ce qui est un peu bizarre vu que c'était Sophia qui était à l'origine de plusieurs émeutes et révoltes des archers qui ont abouti à ce que Sophia ait été enfermée dans un monastère. Ces portraits ont été effectués, en fait, produits en tirage, mais il n'en reste que 3. Maintenant, je vous propose de vous approcher de ce mur assez curieux. Les portraits faits par un peintre russe qui a été parmi les premiers étudiants boursiers qui s'est rendu en Italie avec d'autres architectes et artistes. Cette idée, en fait, euh, que Pierre a empruntée aussi à l'étranger, d'envoyer des jeunes gens ayant du talent pour les arts. Et les arts, c'était aussi des métiers plus artisanaux, disons. Donc, ont été envoyés à l'étranger, en Europe, à la cour de Médicis. Donc, il a été formé à Florence, puis à Venise. Et étant rentré à la Russie, donc il a emmené avec lui les toiles vraiment euh, extraordinaires, comme par exemple le portrait de Lettmann. On ne sait toujours pas qui exactement est représenté sur ce tableau. Il y a eu plusieurs versions comme Mazepa ou d'autres personnages historiques. Et ici, on voit que le peintre russe est non seulement capable de produire de la peinture de très haute qualité, mais on voit aussi euh, les traits psychologiques du personnage. Le jeune homme qui est représenté sur ce portrait-là, j'espère que vous allez voir aussi peut-être un film qui lui est consacré. Il y a 30 ans seulement, nos chercheurs ayant mené une expertise de ce tableau, donc ayant passé ce tableau à toutes sortes de rayons et après avoir mené des travaux de restauration, donc ils se sont accordés à dire que c'est un portrait fait par Nikitine. Et c'est Andrei Matveyev, un autre grand peintre de l'époque de Pierre le Grand, qui est représenté. Donc, la toile probablement la plus connue d'Andrei Matveyev, qui a été formé en Hollande, à Amsterdam et à Antwerp. Voilà, c'est son tableau. Même en version numérique, vous pouvez voir la différence. Andrei Matveyev présente au spectateur sa jeune femme. Le sujet déjà est extraordinaire pour cette époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne voyait que des représentations qui ressemblaient aux icônes, le genre de parsuna où tout sentiment humain, disons, était exclu et dont l'objectif était donc de pérenniser l'image du personnage, tandis qu'ici, le sujet, c'est un portrait d'un couple amoureux. Plusieurs années d'études ont été consacrées à ce portrait. Il y avait des versions selon lesquelles l'héroïne, c'était l'impératrice, mais ce n'était pas le cas. Un autre portrait par Matveyev
représentant, Pierre Legrand, celui-ci. Donc, Nikitine a été formé en Italie, Matveyev a été formé en Hollande. Et cela a produit des couleurs, des styles artistiques tout à fait différents. Les dynamiques des images, ce sont donc des représentants de différentes écoles artistiques. Le portrait est très puissant du point de vue de la psychologie. On sent l'orage, on sent le vin, on sent la profondeur de sa réflexion. Tout cela est dit sur le portrait. Pierre Legrand, en refutant, en rejetant le religieux, ne pratiquant pas de rites, de cérémonies orthodoxes, ne s'est jamais reconverti, était pourtant une personnalité profonde ayant créé sa propre religion, à savoir l'État. Et toutes les personnes autour de lui obéissaient à cette nouvelle religion qui a été créée et il pardonnait aux personnes des choses différentes, par exemple les vols, les violences et Pierre, par exemple, a pardonné à ses proches toutes leurs vices si ces personnes servaient d'une façon honnête à l'État. Et on va également porter notre attention à une image très jolie et très bien faite de Stroganov Sergei Grigorievitch et il était encore un baron et ses héritiers deviendront par la suite des comtes. Et cette possibilité de surpasser les limitations des statuts sociaux qui étaient devenus possibles non pas grâce au pot de vin, mais grâce à ses bonnes actions. Et toutes les personnes ont participé dans les batailles. Ils étaient tous des militaires, toutes les militaires, et ces relations se sont consolidées par la suite. Et c'est ce moment quand on surpasse ces limites pour le service de l'État, c'est un trait très caractéristique de l'époque de Pierre. Il est très important de ne pas mélanger cette attitude envers la personnalité et ne pas la mélanger avec ce que nous avons aujourd'hui, lorsque la personnalité est toute seule et quand la personnalité est très appréciée par l'État. Et c'est que Pierre avait pris de la tradition russe, il a sorti ses proches de là, il leur a donné la possibilité de se développer d'une façon très nouvelle, ne pas comme cela a été le cas en Russie auparavant. Il a pu introduire des professions nouvelles, de commencer des réformes nouvelles. C'est quelque chose le plus important qui avait été introduit par Pierre. Et c'est son plus grand mérite. On va également voir des peintures d'un peintre formidable français, Caravaggio, qui à partir de 1715 et jusqu'à environ 1740 restait en Russie. Même, il voulait partir, mais il n'a pas eu la permission parce qu'il avait trop de travail. Il devait créer des dizaines de portraits par an. Vous voyez ces belles filles de
Pierre, Anne et Élisabeth, et bien sûr tous les héritiers du trône. Cela représente d'abord les ressources d'État, même avec tout son amour envers les enfants. Et Pierre avait de très bonnes relations avec Anna. Cela est bien connu qu'il ne voulait pas laisser Anne de se marier pendant assez longtemps. Et nous savons également que toutes ses nièces, non pas seulement Anna, il les a fait marier. Elles se sont mariées avec des représentants d'États d'Europe du Nord. C'est la Courlandie, par exemple, c'est-à-dire des États le long de la mer Balte. Il est clair pourquoi cela a eu lieu. Si on regarde, si on voit la carte, consulte la carte et si on comprend les objectifs de Pierre le Grand, très peu de personnes s'intéressaient au destin familiaux des filles. Elles devaient donner des héritiers, mais cela n'a pas toujours été le cas. Mais par exemple, selon l'accord de mariage, le contrat de mariage, une des filles, lorsqu'un un garçon est né, ce garçon peut être retiré pour devenir l'héritier du trône de la Russie. Et c'était le cas avec Pierre III, qui était né à Kiel, justement. Devant nous, on voit encore un bébé. Cette surcharge de ces tâches qui se posent sur ce bébé qui avait vécu très peu d'ailleurs, parce que les services de la santé étaient tels que la plupart des enfants étaient en fait ils pouvaient très vite, très rapidement mourir, et on voit que même dans les familles de tsars, malgré tous les médicaments qui avaient été essayés, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup également de femmes qui sont mortes dans l'accouchement. On voit ce bébé qui est Piotr Petrovitch, c'est son nom. Il a vécu très peu, comme beaucoup d'autres de jeunes enfants. Et finalement, seulement un héritier, un garçon qui est resté pour Pierre le Grand. Et on voit ce portrait très fort, même, je dirais, démoniaque d'Alexei Petrovitch, qui est né dans le mariage avec Evdokia. C'est justement cet enfant qui est né dans un mariage malheureux et qui pouvait apporter le malheur à toute la Russie. C'est toujours Donauer qui avait peint la bataille de Poltava et qui avait également peint le portrait de Pierre. Si vous vous rappelez, c'était le début de notre exposition, et tous les espoirs se sont posés sur ce tsarevitch Alexei. Et nous connaissons son destin malheureux et tragique qui a vraiment donné en fait, est devenu la base pour la méthodologie. Et si le tsar a eu a obtenu ce statut d'antichrist, et si après son retour de l'Europe, beaucoup de mythes ont été créés d'un remplacement, d'une imposture. Vous pouvez juste imaginer quoi disait-on de lui après la mort d'Alexei dans le château fort de Petropavlovsk. Oui,
Pierre a porté un très grand et lourd fardeau. Bien sûr, il y a des personnes qui sont pour et contre, et les personnes qui sont contre Pierre qui l'inculpent dans tous les problèmes, mais nous avons ces faits et on sait maintenant que Tsarevitch Pierre est mort à cause de son père, non pas de la mort de son père, mais à cause de son père. Et on voit maintenant les portraits des diplomates qui ont vraiment transformé l'impression de la Russie, l'image de la Russie. Devant nous, on voit Piotr Andreevitch Tolstoï, qui est justement la personne à qui on a confié une tâche aussi importante de trouver Alexei Petrovitch en Europe et de le convaincre de rentrer en Russie. Et c'est justement ce Piotr Andreevitch Tolstoï qui était l'auteur des descriptions formidables des villes italiennes, des jardins italiens, des arts italiens. Il était très éduqué. C'est la crème de notre diplomatie qui réalisait des tâches très différentes en Europe, qui recevait de Pierre. Et c'est bien sûr un des fondateurs de la lignée de Tolstoï. Et on peut le voir même dans son physique, par son physique. Je pense à la lignée des écrivains de Tolstoï. Et généralement, nos diplomates russes connaissaient plusieurs langues étrangères. Ils connaissaient parfaitement tous les principes diplomatiques, mais avant la bataille de Poltava, la diplomatie russe existait dans un état passif. Et seulement après la bataille de Poltava et après beaucoup d'autres négociations, en sachant que la diplomatie est toujours en train de chercher de nouveaux partenaires, de permettre ou pas la création de certaines alliances politiques. Et vers la fin de la règne de Pierre le Grand, les diplomates russes étaient des intermédiaires dans les négociations avec d'autres pays. Et c'est un signe, un des plus importants de la confiance et du pouvoir politique, de l'importance politique. Et c'était la personne qui a participé dans les guerres du Nord, Yakov Bruce, qui a également servi pour la diplomatie russe, qui est devenu célèbre et qui était connu en tant qu'un magicien également. Et en fait, toute sa magie était bien sûr liée à toute son éducation dans ses connaissances astronomiques, dans l'astronomie, dans la chimie. Mais tout cela, si on traduit vers le langage moderne, c'était la physique des métaux. À cette époque, ce n'était pas du tout clair pour les personnes ordinaires, et quand il est devenu le chef de premier établissement d'éducation en Russie, cet établissement est devenu, en fait, il a eu la gloire d'un endroit magique. Et il est représentant d'une famille également écossaise qui a continué son service pour Pierre jusqu'à son dernier jour. C'est la série des personnes brillantes, très bien éduquées, qui soutenaient Pierre. Bien sûr, on
ne pourrais pas parler en détail sans cesse tous les portraits de Pierre et tous les autres genres. Et en dehors de cette histoire, on aura des batailles, et les graphiques, les textes très intéressants, les sujets très intéressants, toute cette culture qui peut engendrer d'autres allusions, d'autres métaphores. Et j'espère que cela sera le sujet de notre prochaine rencontre concernant l'histoire de Pierre, qui est bien sûr qui n'a aucune limite. Et je voudrais finir mon histoire, mon discours en disant que dans la nuit de sa mort de Pierre le Grand, tous les grands peintres Karnauer et Nikitin, le français, l'allemand et le russe, il était amené en urgence à l'empereur, et quelques heures avant les cérémonies rituelles liées à la représentation de l'empereur à la société et d'autres cérémonies, et ces processions tristes, ces trois maîtres ont eu juste quelques heures, et aujourd'hui nous voyons ce qui a été créé devant son lit triste. Et tous ces peintres comprenaient très bien que non pas seulement une personne hyper importante qui est morte, qui est décédée, mais que le monde entier est en train de changer. Et ce qui s'est passé justement par la suite, parce que pas toutes les pas toutes les réformes de Pierre on a voulu continuer, et pas toutes ces réformes ont été bien comprises. Et ensuite, l'âge de la femme a commencé. Et ici, nous voyons trois points de vue, trois aperçus de la mort qui a été fait par les personnes qui vivaient, les personnes de son époque. Peut-être cette personne, c'est-à-dire Pierre, il exigeait trop. Caravac était resté au pied du lit, et vous voyez cette représentation de Pierre qui repose sur son oreiller. Et vous voyez, c'est une représentation d'un fait. Et on voit en même temps cette liberté compositionnelle et un respect énorme avec cette personne. Et cette représentation avait été créée par le peintre russe Devan Nikitin. C'est peut-être vous avez entendu déjà de ce portrait, parce que lorsque le peintre avait été appelé de venir, il avait pris la peinture d'un portrait d'une femme, il l'a soulevé, retourné, et ensuite, pendant plusieurs heures, assez rapidement, il a créé ce portrait. Et finalement, cette peinture qui était au début, elle a transpercé la peinture qui a été posée par la suite, et on voit même à l'œil nu cette peinture rouge. Et bien sûr, ce portrait avait été étudié dans les lumières infrarouges, ultraviolettes, tout cela avait été étudié, mais la qualité de la peinture et cette importance, ce trait de donner l'importance à cette image, c'est justement explique ce portrait, même s'il représente la mort de cette grande personne. Je vous remercie.
Совершенно потрясающая лекция. Я, вы знаете, слушала ее и думала о том, Merci как beaucoup. Merci beaucoup, Svetlana, pour cette intervention. C'était vraiment un grand plaisir et le bonheur que le musée russe a bien voulu créer sa version virtuelle et que aujourd'hui vous avez trouvé le temps et bon, la possibilité de partager vos trésors sur la plateforme de la maison russe. Nous avons tous beaucoup de chance. Donc, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, Svetlana. Je remercie la direction du musée russe pour cette opportunité vraiment unique de prendre connaissance de ces pièces extraordinaires de l'art russe avec toutes les nouvelles technologies, toutes les technologies virtuelles que le musée russe s'est bien approprié, à mon avis. Donc, nous avons un peu de temps pour les questions-réponses, pour les commentaires, même si nous n'en avons pas du tout. Et je tiens à vous remercier aussi pour la vitesse modérée. Je pense que vos collègues interprètes sont aussi très reconnaissants. Je rappelle que nous avons une interprétation vers le français, l'arabe, puis ensuite cette visite guidée sera aussi traduite en grec. Donc merci d'avoir modéré la vitesse de vos propos. Je voudrais juste rajouter quelques détails. Vous avez évoqué Apraxina et d'autres compagnons de Pierre. Alors, l'une des branches de la famille Apraxine, après les événements, après la révolution de 1917, donc 200 après la deuxième ambassade de Pierre, s'est retrouvée en Belgique. Et l'un des descendants de cette vieille famille est notre contemporain. Monsieur Apraxine a d'ailleurs participé à nos événements consacrés à l'émigration, aux 100 ans de l'émigration russe. Donc, cette famille continue à vivre. Andrei Matveyev, le grand peintre formé par l'école d'Amsterdam, également après la deuxième ambassade de Pierre, après 1717, il s'est rendu donc aussi en Belgique. Bon, les Belgiques comme telles n'existaient pas à l'époque. Il n'a vu le jour qu'après 1830. Mais les terres qui étaient d'abord espagnoles puis autrichiennes, les traditions artistiques de cette région a bien sûr influé les peintres de l'époque de Pierre. Et tout dernier petit commentaire, vous avez dit que les diplomates russes étaient polyglottes, parlaient plusieurs langues et sans aucun doute étaient des représentants éminents de la diplomatie, mais c'est aussi vrai pour Pierre le Grand, qui parlait également plusieurs langues. C'était une chose connue et très appréciée lors de son voyage de 1717. Donc, les auteurs des chroniques, les biographes, soulignent qu'en fait, Pierre parlait le néerlandais, l'anglais, l'allemand, un petit peu français, connaissait un petit peu le latin. Donc, vraiment, une personne universelle, grande personnalité du 18e. Et ici, sur les terres belges, néerlandaises, ceci a été aussi bien noté et apprécié. Et je voudrais aussi annoncer le projet de 2 maisons russes à Paris et à Bruxelles. C'est un projet que nous préparons à l'occasion de l'anniversaire de Pierre. C'est un projet vidéo consacré à la deuxième ambassade de Pierre le Grand de 1717, justement.
Donc, ce projet sera publié bientôt, j'espère, sur le site donc de la Maison des sciences et de la culture à Paris et puis sur notre site aussi. Donc voilà, de notre part, nous essayons d'apporter notre contribution aux célébrations des 350 ans de Pierre le Grand. Il ne nous reste guère de temps, donc je tiens à dire à nos collègues que on va répondre aux questions, mais par écrit. En tout cas, nous allons essayer. L'enregistrement et tous les matériaux de cette rencontre seront affichés sur les sites web des maisons russes qui participent à cette soirée et sur le même site, donc, nous allons pouvoir répondre à vos questions que vous avez déjà ou que vous aurez envie de nous poser plus tard. Je vois que Constantin Volkov nous envoie le lien vers l'annonce de ce projet documentaire conjoint fait par les maisons russes de Paris et de Bruxelles. La mémoire de Pierre le Grand est toujours très présente, d'ailleurs, ici en Europe, en France et en Belgique. C'est quelqu'un qui est toujours beaucoup respecté. En Belgique, il y a 4 monuments à Pierre le Grand. C'est quand même en fait assez marquant. Donc, je vous invite tous à ce projet documentaire. Encore une fois, un grand merci à Svetlana. Merci pour ces découvertes que vous nous avez offertes, les découvertes dans l'histoire russe, la russe, l'histoire de Pierre le Grand. Vous savez, nous avons un commentaire. Les spectateurs espèrent avoir la traduction vers l'arabe pour les prochaines conférences. De notre part, bien sûr, nous sommes prêts à assurer la traduction vers l'arabe. Je le rappelle, la prochaine conférence aura lieu le 16 juin. La rencontre sera consacrée au tableau du musée russe qui représente Pierre le Grand avec la traduction vers le français et maintenant donc probablement vers l'arabe. Ce sera une présentation vidéo en film documentaire consacré à Pierre le Grand. Voilà, remerciements qui nous viennent du Liban. De ma part, je remercie tous les spectateurs. Alors, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup Svetlana, merci le musée russe, merci à toutes les maisons russes. Merci Olga, merci Maria, merci à tous nos collègues des maisons russes qui ont rendu cette soirée possible. Ruslan, si vous voulez bien dire quelques paroles de conclusion. Merci beaucoup Vera. Oui, bien sûr. En retenant notre souffle, nous avons écouté cette conférence formidable. Elle a été très intéressante, très riche et grâce à l'interprétation simultanée, ça nous a permis d'impliquer plus de gens, d'élargir notre public. Faisant écho aux propos de Vera, de notre part, nous ferons tout pour par la suite assurer aussi l'interprétation vers l'arabe pour les événements qui seront organisés ensemble avec le musée russe. Merci beaucoup. Merci Svetlana pour cette visite. Merci à nos amis et nos collègues. À très bientôt. Merci. Ruslan Ramazanov, directeur par intérim de la maison russe à Beyrouth.
Chers collègues, je n'ai pas vraiment envie de dire au revoir et je me félicite du fait qu'aujourd'hui, les technologies, même à distance, nous permettent de se parler, de s'entendre, de discuter des sujets qui nous intéressent. Les technologies et les musées nous permettent de voyager non seulement géographiquement, mais aussi dans le temps. Aujourd'hui, nos spectateurs représentaient différents pays, les langues que l'interprétation a assurées seront encore élargies parce que cette conférence a été enregistrée. Déjà sur le site de notre musée, vous pourrez voir la diffusion en 3 langues. Oui, nous avons besoin de la traduction des paroles, mais on sait bien que l'art est universel et l'art nous aide à nous comprendre. Bonne santé à vous tous, à très bientôt. Nous espérons que les films préparés par le musée russe, selon les scénarios de Svetlana Burukova, euh, susciteront le même intérêt vif auprès des spectateurs de différents pays. Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Pétersbourg, au musée russe. Спасибо огромное. Спасибо Русским музеям, Merci, спасибо Русской merci, культуре. merci le musée russe, merci И до новых встреч. à la culture russe et à la prochaine sur nos plateformes virtuelles des maisons russes à l'étranger. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. До свидания.